Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous êtes nos muses, nos influences et nos vices, grand corps malade qui rend un hommage poignant, André Berkoff, aux femmes. Et bien, nous aussi, en cette journée du 8 mars, André, bien, nous allons célébrer et rendre hommage à des femmes qui ont marqué l'histoire de France, la reine Margot, Jeanne du Barry, Louise Michel, Adrienne Bolland et Marie Curie. Et André. pour rendre hommage à cette journée du droit de la femme, qui fallait-il choisir? Un mâle hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est évident, ça tombait sous le sens que pour célébrer le droit des femmes, il fallait... Attendez, un mâle hétérosexuel de plus de 50 ans à CNews. Ah, CNews. Mais c'est terrifiant. Enfin, tu vois le pluralisme de Sud Radio, mon cher Marc. C'est incroyable. Nous recevons même des gens de CNews. Oui, voilà. alors, c'est unique, c'est un scoop. C'est un scoop. Et oui, vous l'aurez compris, donc Marc Menant qui publie un livre passionnant avec Christine Kelly aux éditions Plomb, ces destins qui ont fait l'histoire. Eh bien, on va vous raconter donc dans un instant sur Sud Radio, en direct jusqu'à 14h, de très grands destins, André. Et juste un mot, c'est bien parce que, attention, on parle d'hommes aussi dans ce livre. On ne parle pas que de femmes, bien sûr. Oui. Mais on a choisi les femmes, puisque vous les femmes, et etc. Mais sans elles, nous ne sommes rien. Mais rien. On peut être de CNews, se revendiquer libertin, donc en franche, je dirais, césure avec l'étiquette que l'on nous donne. Ouais. Bref, embrasser et embraser la vie, être dans l'enchantement, et cet enchantement ne peut se faire qu'avec vous, mesdames. Et je dois dire que Marc Menant prouve dans son livre que qui trop embrasse peut bien étreindre. La culture dans tous ses états, c'est dans un instant sur Sud Radio, en direct jusqu'à 14h, alors restez avec nous. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées, vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Publie musique du film La Reine Margot de Patrice Chéreau, André Berkoff, la reine de toutes les légendes, Marc Menant. Bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct. Merci Céline, merci. Sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors vous lui rendez hommage, ainsi qu'à d'autres grands personnages célèbres de notre histoire dans le livre que vous publiez chez Plomb avec Christine Kelly et qui s'intitule donc Ces destins qui ont fait l'histoire. Quel héritage Marguerite de France, Marguerite de Valois, laisse-t-elle à la France, Marc Menant? L'héritage d'une image. Et cette image, c'est l'incandescence de l'esprit, incandescence des sens, et une façon de considérer l'existence comme étant la possibilité de vivre en envergure. Or, quand vous naissez fille d'une lignée royale, que vous êtes la fille du roi, que vous avez des frères qui sont appelés à monter sur le trône, théoriquement, vous vous inscrivez dans une sorte de contrainte programmée. Il est impossible de vivre, d'embrasser cette liberté. Eh bien, elle, très tôt, alors que sa mère, Catherine de Médicis, ne l'aime pas trop. Disons que Catherine de Médicis, elle a un petit protégé parmi ses 10 enfants, c'est Henri d'Anjou, le futur Henri III. Ah, quand le petit Henri arrive, elle est là toute câline. Mais en revanche, sa fille, c'est comme si il y avait une sorte d'aigreur par rapport à une lignée qui s'interrompt au milieu des garçons, il y a une fille. Et elle ne prend jamais en considération sa présence. En revanche, Henri II, quand il voit la petite, et d'ailleurs avec tous ses enfants, Henri II est un homme qui a été marqué quand il était lui-même dans la pré-adolescence par ce drame terrifiant. Son père, François Ier, qui est fait prisonnier, et lui, pour pouvoir libérer son père, avec son frère, se retrouve en Espagne, dans les geôles. Et par conséquent, il nourrira une sorte de désir de compensation affectif, et par rapport à ses enfants. Ah oui, et surtout Margot. Enfin, et en particulier Margot. Malheureusement. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, Margot? Margot, elle a tout. C'est-à-dire déjà, tout de suite, elle est d'une beauté, d'une grâce. Vous savez, vous avez des êtres scintillants comme ça. Ils apparaissent. Elle irradie, quoi. Dès le berceau.
C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est l'image même du petit ange. Mais le petit ange avec la malice, pas le petit ange sage. Pas le chérubin. Quoi. Voilà. Mais en revanche, quand je dis petit ange, parce qu'il y a une grâce. Elle est lumineuse. Et très tôt, d'une curiosité invraisemblable, sans doute servie par cet amour du père, et qui fait en sorte que sa fille bénéficie d'une très bonne éducation. Et ça, eh bien, ça la met en situation, avec peut-être la concurrence de ses frères, qui jouent avec elle. Et ce qui est étonnant, c'est ils la prendront chacun son tour en considération. C'est à qui ? Sera au plus proche de Margot. Ouais. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment la favorite, enfin Pour ses frères, pour oui. ses frères, ouais. Et elle a été surnommée justement Reine Margot par l'un de ses frères, c'est ça ? Le futur Charles IX. Eh oui, parce que de son vivant, en fait, personne ne l'appelait ainsi. Ah non, pas du tout. C'est ça. Ouais. Mais lui, quand il est gamin, on chahute. Et alors, il y a un mot presque d'argot. Quand vous êtes une Margot en ce temps-là, vous êtes une fille de rien. Une de ces reines d'alcôve. Péjoratif, c'est complètement péjoratif. Ah ben, plus que presque une traînée, enfin, on peut dire. C'est ça. Mais c'est ça, c'est la catin. Alors lui, pour s'amuser, il lui dit, tu n'es que la grosse Margot. Carrément. En tout cas, sa vie, il faut le rappeler, vous le racontez dans votre livre qui est passionnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vraiment été une succession de drames. La mort de son père quand elle a 10 ans, celle de son frère François II à l'âge de 15 ans, un an après qu'il soit monté sur le trône, et son mariage arrangé plutôt avec Henri de Navarre. Ça a été un mariage éminemment politique, Marc Menant. Bah oui, mais c'est le grand drame. Et moi, je trouve qu'on devrait faire un jour une émission, et pourquoi pas ensemble. C'est sur Catherine de Médicis, qui est l'une des plus grandes dames de notre histoire. Bien que n'étant pas d'origine française, mais c'est incroyable, c'est qu'elle se battra pour faire en sorte qu'il y ait une union dans cette France déchirée depuis des décennies. Oui, c'était son obsession de pacifier le pays, c'est ça. Ce qui est absolument passionnant, c'est une femme qui met le destin collectif, le bien collectif, au-dessus de sa propre personne. Aujourd'hui, c'est rare, vous avez marqué. C'est rare, mais ce qui est terrible, ça montre aussi que les bonnes intentions ne se concluent pas toujours de façon satisfaisante. Et c'est elle qui a incité Marguerite à se marier avec... C'est elle, forcément, parce que Henri de Navarre, le petit Henri de Navarre, il est protestant. Alors lui, il n'a pas cessé d'osciller, parce que son père est catholique, sa mère est protestante, mais c'est sa mère qui est sur le trône de Navarre. Alors à un moment, il est catholique, après, il redevient protestant, etc. Bref, au moment où Henri III est assassiné, nous aurons un Henri de Navarre qui est protestant. D'accord. Et donc il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une réunion des élites grâce à ce mariage. Et c'est pour ça que Catherine de Médicis l'a choisi. Bon, ce sont les drames aussi qui ont poussé à ça, parce qu'il y a la succession. Il y a d'abord François II qui meurt au bout d'un an de pouvoir, Charles IX qui va provoquer la Saint-Barthélemy. Et alors ces bonnes intentions ont donné plutôt l'enfer du mariage, plutôt que ça... Bah oui, en fait... Oui, l'enfer. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de drames dans sa vie, et notamment après son mariage, 4 jours après leur mariage, autre drame qui va complètement bouleverser sa vie, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy. Alors, on peut s'arrêter 2 secondes sur déjà quand on lui dit, tu vas te marier avec Henri de Navarre. Elle rechigne. Elle rechigne. Ouais. Et le jour du mariage, elle est là, elle est à l'évêché, elle pleure. Elle a l'impression que véritablement, on est en train de la rendre otage d'une situation. Et comme elle a fait pousser en elle cette graine de la liberté, elle ne peut pas envisager de céder. Et pour autant... Vous avez le décorum qui est mis en place. Le mariage, il est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'elle pénétrera dans Notre-Dame pour l'officialisation de la grand-messe. Mais en revanche, lui, il est obligé de rester dehors parce que il est protestant. Alors on a dressé une estrade, et c'est sur l'estrade qu'a lieu l'union. L'union, oui. En dehors de Notre-Dame. De Notre-Dame. Et alors, quand on lui dit, quand on demande à Henri, voulez-vous prendre pour époux, il dit oui. Et elle reste muette.
Et il y a son frère, Charles IX, qui est derrière, qui au bout d'un moment, alors que le cardinal de Bourbon dit « Alors, vous voulez vous marier ?» Et hop, il lui donne un petit coup sur la tête, elle baisse le crâne, et à ce moment-là, le cardinal estime que c'était un consentement et que c'était un oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a un rejet vis-à-vis de ce jeune mari. Ils sont pratiquement du même âge. En revanche, tout de suite, elle le découvre. C'est-à-dire que, forcément, quand vous vous approchez d'Henri IV, c'est un garçon qui manque d'allure, qui a de fortes effluves et qui, par conséquent, dérange. On fait effectivement qu'il dégage une certaine odeur d'ail. C'est terrible, c'est pas très sexy. Mais il a l'intelligence. Eh oui. Et je vous l'ai dit, elle, c'est la pétillance d'esprit, donc elle est conquise. Donc quand elle le voyait, elle disait « À vue de nez, il est 5 heures ». Va être quelque chose. Mais elle l'accepte quand même. Ils vont faire naître une véritable connivence, une amitié. C'est-à-dire que ce n'est pas le couple de l'épanouissement du grand sentiment, mais en revanche, il y a quelque chose de plus fort encore, c'est-à-dire la complicité intellectuelle. Ils sont là, à l'affût l'un de l'autre, à devenir pratiquement indispensables. Reste que la Saint-Barthélemy, ça aboutit à quoi? Eh bien, Condé et Navarre sont sauvés in extremis, alors que les protestants, on les zigouille à qui mieux. Et elle, en pleine nuit, lorsqu'elle découvre le massacre, dans sa chambre, il y a une éruption, on crie « Navarre, Navarre !» derrière la porte, entre un bougre qui est tout en sang, ce n'est pas Navarre, c'est un homme qui essaie d'échapper au grand trucidement qui vient de commencer. Et là, elle prend cet homme et ensuite elle courra jusque dans tous les couloirs du Louvre, où vous avez des têtes qui sont là, décapitées comme des boules qui jonchent les couloirs. Elle arrive dans la chambre de sa mère, elle lui dit « Mais où est mon mari ?» Et Catherine de Médicis lui dit « Rassurez-vous, votre mari a accepté de se convertir. » Parce que Charles IX a fait venir Condé et Navarre, qu'il ne soit pas... Convertissez-vous, sinon... Voilà, sinon c'est le trépas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se retrouve prisonnier à la cour, avec une petite dérogation, le droit d'aller chasser. Oui, à la chasse, c'est vrai. Et au bout de 2 ans, eh bien, lors d'une de ces parties de chasse, notre Henri ne réapparaît pas. Et la voilà, elle qui découvre que son mari s'est enfui. Elle est dans une situation extrêmement embarrassante. Et quelques jours plus tard, lui arrive une missive où il lui confesse ce qui s'est passé en lui disant « Ben voilà, je suis retourné avec les protestants. Et là, c'est une catastrophe, mais je pense à vous. » Et des négociations s'entameront avec Catherine de Médicis pour qu'elle puisse rejoindre son époux. Son époux, et oui, et ce au château de Nérac. Et c'est à la cour donc de Nérac, effectivement, que Margot prend toute son ampleur artistique, racontez-vous, littéraire, et qu'elle commence surtout à se déployer dans l'adversité auprès de gens comme Ronsard et Montaigne, écrivez-vous, oui, c'est ça. Ouais. Ça devient la cour de l'intelligence. C'est ça. On court de toute l'Europe. Nérac, faut y aller. C'est pas grave. Malgré les embuscades dans les bois, ici et là, chacun y va de sa chevauchée. Donc elle habite rejoindre. Nérac. Elle habite Nérac. Elle habite Nérac. Navarre est à ses côtés. Alors bon, ils se sont accordés une sorte de liberté côté sens, ce qui fait que lui reluque les jeunes filles de la cour qui sont les demoiselles d'honneur de sa charmante épouse. Et elle reluque aussi. Ben, elle reluque aussi, oui. Couple libre, hein. Couple très libre. Mais je vous ai dit, c'est ça qui, moi, elle me fascine, cette femme. Ce n'est pas celle que l'on présente parfois, entre autres dans les films, comme une sorte d'affamée boulimique de sexualité. Non, c'est vraiment la libertine dans l'ambition de cette capacité à vivre selon les caprices de l'intelligence, mais également les caprices du corps. Mettez sa liberté au-dessus de tout. Mais il faut qu'il y ait de l'intelligence. Il faut qu'il y ait de la poésie. C'est-à-dire que vous avez même Brantôme,
poète qui la suivra. Oui, son ami intime. Son ami. Ouais. Et que dit-il, Brantôme? Il dit c'est une déesse. Mais pas une déesse du ciel, une déesse de la terre. Et les princesses ne sont que chambrières comparées à elle. Et elle méduse tout son monde. Vous avez des grandes soirées, des soirées de théâtre. Elle y va aussi de sa plume, qui caracole avec des vers époustouflants. On danse, on chante. C'est véritablement la vie telle que tout à chacun pourrait la rêver. Ouais. Oui, enfin la Dolce Vita de l'époque. Voilà, c'est ça. Alors vous le racontez, Néra, que c'est qu'un interlude en quelque sorte dans la vie de Margot. Henri repart à la guerre et son départ va vraiment la bouleverser. Et par dépit, elle va rentrer en rébellion contre son mari. Oui, alors elle rejoint la Ligue. Ouais. Et alors la Ligue, ce qui était la Ligue catholique, et la Ligue à la fois, elle est contre Navarre, puisque Navarre fait partie des opposants, il est dans le camp protestant, mais également contre celui qui est devenu le roi Henri III. C'est-à-dire que, et elle va fomenter un complot avec son dernier frère, le duc d'Alençon, qui rêve de prendre la place d'Henri III. Bah oui, dans les familles royales. Les familles, oui, on y va là. On y va. Et c'est comme ça que son amant sera arrêté, son amant qui s'appelle la Molle, et exécuté. Et là, il y a toute une légende qui est née d'Aubigné, vous savez, Aubigné. Il aurait aimé pouvoir connaître la tendresse et les étreintes de Margot, et malheureusement, elle n'a pas accepté de se laisser aller à ces instants coupables. Le soupirant est conduit. Soupirant, même pas est conduit, méprisé. Alors, il se venge en écrivant toute une légende en disant que le soir, elle s'est rendue place de Grève où son amant avait été pendu, où il était là à pendre. Eh bien, elle fait décrocher par ses domestiques le cadavre, se carapate au Louvre, et là, au Louvre, on nettoie la tête qui devient l'élément sacré, et ensuite elle le mettra. Complètement eh bien tout ça, oui, c'est plutôt plutôt faux. Quoi. La fake news, revanche, comme on dit aujourd'hui. Elle avait bien cet amant qui est exécuté parce que il était proche du duc d'Alençon, qu'il était donc dans ce complot contre le roi, mais ça n'a rien à voir avec Et oui, et Margot, elle finira enfermée donc dans une forteresse à Ussat, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est ça. Et l'exil va durer à peu près 19 ans. 19 ans. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme ça. Mais c'est 19 ans. Et alors Ussat, c'est pas Nérac, c'est-à-dire que on est dans un lieu lugubre. Ah, c'est plus que lugubre. Vous descendez véritablement dans les enfers. Et comment arriver à redonner un élan à son existence? Cette femme qui a ça en elle, elle a besoin de se sentir poussée, elle a besoin de se sentir dans une sorte... Et là, elle est en prison, quoi. Là, mais c'est plus qu'une prison. Et puis, autant on cavalait toute l'Europe pour aller la rencontrer à l'Irak, mais à Ussat, c'est beaucoup trop loin. Alors, il y en a quelques-uns qui viennent de temps à autre. Il y a Brantôme, entre autres. Mais sa façon à elle d'échapper à cette sinistre réalité, c'est l'écriture, ses mémoires. Et c'est là, aujourd'hui encore, on peut lire ses mémoires. On découvre énormément d'éléments sur l'existence du temps, et on s'aperçoit... Et ça tient le coup du point de vue style. Oui, il y a du style. Non, il y a du style. On n'est pas avec Guillaume Musso. Et... C'est qui, ça? C'est qui? C'est qui? Et alors, elle a aussi quelques amants, forcément, dont un fameux Claude François. C'est quand même étonnant. Ah oui, Claude François comme... Qui était quoi, un chanteur de rue? Non, pas du tout, ce n'était pas un chanteur de rue, c'était un gaillard ouvrier. Et alors, elle se laisse emporter, elle lui donne un titre, et elle s'arrange pour qu'il se marie, afin que leur promiscuité puisse être plus admissible. Bien sûr. Mais ils sont mariés. Non. Ils sont pas mariés. Elle le marie. Elle le marie pour qu'il y ait une couverture. Et malheureusement, eh bien, lui tombe amoureux de la jeune femme et il la délaisse. Alors elle partira avec un autre. Et c'est comme ça donc que cette femme passe les années jusqu'au jour où l'assassinat d'Henri III fait d'elle, eh bien, la reine, car elle est toujours mariée avec celui qui devient
Henri IV, qui était Henri de Navarre. Mais elle a connu aussi l'humiliation car il n'a cessé... Le petit Henri de Navarre, timide, qui ne pouvait pas rentrer à Notre-Dame, voilà. Et qui devient Henri IV. Qui devient Henri IV, et ça c'est époustouflant. Et un jour, elle donnera donc son accord au pape pour l'annulation de leur divorce, de leur mariage plutôt, en raison de sa stérilité, c'est ça. Voilà, de toute façon, la stérilité, ils sont loin l'un de l'autre, mais elle admet qu'effectivement, quand ils étaient ensemble, il n'y avait jamais eu la possibilité d'une conception, alors qu'ils l'avaient envisagé. Et par conséquent, la pression d'Henri IV, et puis le royaume est très malade, c'est-à-dire que les finances sont vides. Et les épidémies se multiplient, les famines se répandent partout dans les campagnes. Comment remettre de l'argent dans le trésor ? Il faut un mariage. Et ce mariage, c'est avec qui ? Et avec l'une des femmes les plus riches d'Europe, la petite Marie de Médicis. Et celle que l'on appellera la banquière. Elle est moche, mais bon, bref. Ce qui est incroyable... Elle est belle comme Crésus, c'est ça. Elle est belle comme Crésus. Et elle finit par céder à toutes les pressions. Mais avant même que le pape ait donné son accord au divorce, elle chevauche vers Paris. Et après 22 ans d'écart, la voilà dans la capitale, où elle est accueillie par un triomphe. La foule est là. Il y a Marguerite qui est de retour. Et pourquoi là cet accueil, cette exubérance du peuple, ces éclats? Tout simplement parce qu'elle a une réputation d'une femme intelligente, d'une femme brillante et d'une femme qui s'intéresse aux déshérités. Une femme de grande piété, exactement. Et la surtout reine qui s'intéresse Margot. aux pauvres. En tout cas, usée par ses malheurs, la pauvre, elle décédera le 27 mars 1615 à 61 ans. On va parler dans un instant sur Sud Radio d'autres femmes qui ont marqué notre histoire, notamment la comtesse du Berry. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Film de Maïwenn sur Jeanne du Barry, André Berkoff. Elle a été la dernière favorite du roi Louis XV, Marc Menant. On peut dire qu'elle le sauve de la mélancolie. Comment est-elle devenue sa maîtresse officielle ? Quelle histoire ! C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui a pour père un moine, frère ange. C'est quand même pas courant. Alors forcément, c'est à l'époque, les moines, quand même... le moine, sacrifié. éventuellement, se laissait aller à quelques confessions très triviales. Se laisser aller à moignier, ils étaient très chers. Et cette jeune fille est placée chez les religieuses qui lui donnent une excellente éducation. Là encore, moi, ce qui me fascine, c'est pour ça qu'on a choisi avec Christine certaines d'entre elles. À chaque fois, aujourd'hui, on a l'impression que les femmes étaient confinées à un registre de tricoteuses. Non, que nenni. Il y avait toute une élite qui bénéficiait de cette capacité à ouvrir les livres. Appelons-le les salons. Voilà, les grands salons qui sont ouverts. Et donc, cette jeune fille se distingue là aussi par sa grâce et la beauté, cette capacité à s'instruire, et elle est repérée par un personnage qui s'appelle du Barry. Et cet homme-là, elle se laisse à un moment donné aller à faire commerce, non pas tout à fait de ses charmes, quoique, elle travaille dans une boutique, et les hommes qui éventuellement lui donnent quelques rendez-vous, elle cède à la tentation contre quelques menus monnaies. Voilà. Et ce personnage la découvre du Barry, on l'appelle le Roué. Pourquoi le Roué ? Parce qu'il est libertin, c'est le surnom que l'on donne à ces gens-là. Et puis, il vit de quelques traficotages. Il est marié, a un enfant, ils sont loin en province. Ils sont loin en province, excusez-moi pour la mauvaise liaison, mais quand on est avec du Barry, on peut excéder dans les liaisons dangereuses. On peut. C'est permis. Et il se retrouve dans la capitale, il perd au jeu, gagne, etc., rencontrera la du Barry, et il se dit, cette jeune fille-là,
comme les quelques-unes qu'il a déjà poussées à mettre leur charme en offrande, pourrait être pour moi une excellente affaire. Ah oui, une source de revenus. Une source de Il avait revenus. un côté prospère, hein. Oui. Non, mais du Barry, c'est incroyable. Ouais. Et la voilà qui se laisse aller avec cet homme jusqu'au moment où elle choisira de tenter la liberté. Alors, elle a suffisamment d'argent parce que il profite de cette incandescence d'essence, mais lui laisse quand même certaines sommes. Et elle finit par quitter cet homme et se retrouve dans un appartement, nuitamment, elle a fait aménager, mais elle est aussi très proche du fils de cet homme-là. Elle s'en ennuie. Alors elle retourne retrouver du Barry. Ensemble, ils montent un salon. Et dans ce salon, elle est celle, forcément, qui attire. C'est elle qui devient le phare. Ouais. Et parmi ceux qui cherchent à bénéficier de chez Charmes, il y a Sainte-Foy, le financier, mais il y a aussi le duc de Richelieu, de la grande lignée qui vient du cardinal. Et le duc de Richelieu, grand libertin, s'entiche de la du Barry, comme Sainte-Foy. Et on a l'information, tout le monde l'a eu, d'un roi qui est en mélancolie. Un roi qui n'a pas supporté le départ ad patresse de Madame de Pompadour. Et là, du Barry, dans sa tête, germe l'idée, et si on pouvait faire rencontrer notre belle comtesse Notre belle avec le roi. Et on va monter, grâce à Lebel, qui est le domestique favori le plus proche du roi Louis XV, une sorte de guet-apens dans la grande galerie. Lorsque le roi passe en revue les nobles, il y a au premier rang Madame du Barry. Madame du Barry. Eh oui, et le roi sera foudroyé par sa beauté dès sa première apparition à tout de suite, Versailles, hein, c'est tout de ça. Ouais. Alors, il dit à Lebel, mais je veux la revoir. Et il sort de cette tristesse. D'ailleurs, c'est presque une constante chez nombre de nos rois du trône. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans une sorte de félicité constante. Ouais. Ils ont tous. Est-ce que ce sont les mais la plupart sont plutôt un peu moroses. Oui, c'est ça. Ils ont des crises. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont binaires. À l'époque, on disait simplement qu'ils avaient des périodes où ils étaient infréquentables. Et donc, on a le roi Louis XV qui, soudain, ne pense plus qu'à Madame du Barry. Eh oui. Reste que comment faire en sorte qu'elle puisse apparaître comme maîtresse? Eh oui, parce qu'elle n'a pas de statut, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas de statut. Ça, Or, Louis XV a créé, il y a un statut officiel, Madame de Pompadour, bien que la reine Marie Ledzinska soit toujours là, la maîtresse était officielle. Mais Marie Ledzinska, c'est elle aussi qui avait décidé de se retirer de la couche du roi, car elle disait à chaque fois une étreinte et toujours grosse, il s'en suffit, et par conséquent, elle préférait que le roi laisse aller son tempérament avec une autre. Faut dire que Madame de Pompadour n'était pas non plus celle qui donnait le plus de grandes extases au roi, et c'est pour ça qu'elle s'arrangera pour qu'il puisse butiner quelques petites... Donc du Barry arrive... Alors du Barry, on va la marier. Mais la marier à qui? Puisque lui, du Barry, il a déjà une femme, alors on peut pas... Ouais. Il la marie à son frère qui vit en province, qui profita de la situation. D'où Madame du Barry, c'est ça. D'où Madame du Barry. C'est le nom, parce que sinon, fille du moine ange, vous voyez, ça n'irait pas très 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 bien. Et là, c'est une histoire extraordinaire qui va porter le roi pendant 5 ans, jusqu'au jour où la maladie l'emporte. Et lorsque la maladie l'emporte, elle comprend qu'elle risque de tout perdre. Reste qu'il l'a couverte de bijoux. Il n'a cessé de faire en sorte que cette femme soit dans le festoiement. Il lui a offert le château de Louvciennes. Et à Louvciennes, d'ailleurs, il venait.
Il venait pour être en dehors de la cour, afin de mieux profiter de quelques intimes. Et à Louvciennes, elle était vraiment adorée, comme à la cour. Oui, parce que toujours, là, c'est un peu comme Margot. C'est-à-dire qu'à Louvciennes, elle a ses bonnes œuvres. Comme c'est Nérac de l'époque. Voilà, exactement, voilà. Et elle a ses bonnes œuvres pour les pauvres. Reste que le roi étant mort, rapidement, d'ailleurs c'est drôle parce que elle écrit à quelques amis, il nous faut survivre au chagrin. C'est-à-dire que c'est une femme, alors elle connaît pas la mélancolie. Tout doit se présenter sous l'auspice du soleil. Elle est constamment à l'affût des ondes. Oui, c'est extraordinaire. Et là, elle va prendre un autre amant. C'est Monsieur de Brissac. Monsieur de Brissac, qui est l'un des gouverneurs de Paris. Qui était amoureux d'elle depuis longtemps. Oui. C'est ça. Et reste que de Brissac, lorsque Louis XVI est sur le trône, victime de la Révolution, on va passer tous les détails. Toujours est-il que de Brissac devient le chef des gardes du roi après la fuite de Varennes. Et malheureusement, la fuite de Varennes va conduire ensuite à l'envahissement du Louvre, le roi au Temple, et Brissac, qui a été trahi par le roi, qui est arrêté. Et un jour, on passe les détails, mais imaginez cette scène sinistre. Alors, elle lui écrit à Brissac, elle lui rend visite en province où il est prisonnier. Et puis, un jour, on lui dit que Brissac remonte vers Paris, qu'il est à Versailles. Elle est là, l'attend presque, bien qu'il soit toujours sous le joug de ceux qui le tiennent et qui sont les révolutionnaires. Elle avait été placée dans un couvent, c'est ça, à la mort du roi Louis XV. Oui, alors on passe les détails. C'est-à-dire qu'après, elle revient à Louvciennes, et la voilà qui entend du bruit. Elle pense qu'éventuellement c'est son Brissac qui arrive. Eh oui, c'est son Brissac. Mais un Brissac qui est réduit à sa tête au bout d'une pique. Car à l'entrée de Versailles, au bout de la pique. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que ceux qui ont décapité Brissac, lorsque le carrosse qui le portait entre dans Versailles, c'est la foule. C'est l'Alali qui saute sur lui, on le décapite, totale, etc. Et quelques énergumènes qui partent avec la tête sur la pique. Et quand ils entrent dans le salon, ils font rouler la tête devant la pauvre Madame du Barry qui s'effondre. Brissac est parti. Mais là encore, elle trouvera l'énergie pour essayer de s'en sortir. Et malheureusement, il y a eu le vol de ses bijoux. Et elle cherchera les coupables. Là encore, c'est une intrigue extraordinaire. On fait 3 heures sur et donc sa fin de vie, il faut le dire, elle sera sa fin de vie, c'est terrifiant. Alors, elle va 4 fois à Londres, elle est considérée comme faisant partie des émigrés, elle est condamnée à l'exécution, elle ne veut pas y croire. Et là, c'est terrible. Il faut lire le compte-rendu de Samson, le bourreau qui doit l'exécuter. Il en a coupé des têtes. Et là, il dit, pour la première fois, je doute. Je la voyais pleurer. Et quand elle sort sous les injures de la geôle, soudain, elle hurle tellement fort que les injures fondent. Et c'est le silence qui s'impose. Ceux qui étaient venus voir le sinistre spectacle s'inclinent. Et moi-même, au moment où elle monte dans la charrette, eh bien, je n'ai plus de jambes. Et avec ses aides, ils la feront monter. Elle dit, laissez-moi, encore un moment. Il n'a jamais vu quelqu'un avoir aussi peur de la mort. Elle avait 50 ans. Et terrible. La tête tombe. Et voilà. Et nous sommes effectivement le 8 décembre 1793. Elle est guillotinée. Marc Menant va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et vous allez nous raconter un autre très grand destin, celui d'une femme qui a changé le monde. Marie Curie, l'un des plus grands esprits de l'histoire de la science. Alors restez avec nous. On revient dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et dans la très radioactive Sud Radio, on reçoit Marc Menant, qui avec Christine Kelly a écrit vraiment de très très beaux destins. D'hommes et de femmes, bien sûr. Mais là, nous sommes avec les femmes. Et oui, maintenant, nous allons effectivement parler, Marc Menant, de Marie Curie. Elle fut la première femme à décrocher 1 puis 2 prix Nobel, la première à enseigner à la Sorbonne, à entrer à l'Académie de médecine et à reposer au Panthéon, Marc Menant. On peut dire que c'était une sacrée femme déterminée, Marie Curie. Là aussi, c'est très touchant. Mais ce qui est formidable, à chaque fois, il y a un père très attentionné et qui considère sa fille comme si elle était un garçon. Elle doit avoir, j'entends par là, la même éducation que ses frères. Alors, on est en Pologne, le papa est professeur, la maman tient un pensionnat de jeunes filles, il y a une sœur aînée, il y a les frères, enfin, il y a 2 sœurs qui sont... Elle, c'est la petite dernière. Et elle est là, elle regarde, elle ne parle pas beaucoup, toujours, quand même... Ces visages avec des yeux qui sont dans la pétillance. Elle ne dit pas grand-chose, comme si elle voulait mieux s'imprégner de l'environnement. Le père très attentif, la mère, et puis les drames qui la fauchent très tôt. Il y a la sœur aînée qui disparaît, elle n'a que 14 ans. Quelques mois plus tard, c'est la maman, elle n'a que 5 ans. Et le père reste avec 4 enfants. Il est professeur, il n'est pas question de les négliger, et il dit, vous devez avoir une belle éducation. Alors, les mathématiques, la physique, l'anglais. C'est le père qui les pousse, le père, le français, la philosophie. Et quand on avait remarqué un don étonnant chez cet enfant, quand à 3 ans, celle qui est juste avant elle, Bronia, le père lui dit, dis donc, à la rentrée, tu passes au primaire, il faut que tu saches lire, ma fille. Alors, on reprend. Et Bronia, elle est là, elle bute sur les mots, elle n'y arrive pas bien. Et soudain, on entend la petite voix qui, elle lit d'une seule traite. Alors le père se retourne, il ne la gronde pas, il lui fait un gros sourire, mais elle, soudain, elle est toute honteuse d'avoir cédé à son impulsion, elle se sent traître de sa sœur. C'est cette petite Marie-là qui réussit des études invraisemblables et qui, à 15 ans, obtient le baccalauréat, incroyable, la médaille d'or, et le père, non seulement a fait en sorte qu'elle soit dans cette richesse de l'esprit, mais également qu'elles connaissent une sorte de légèreté du corps. On l'imagine mal, parce que celle qui nous vient encore aujourd'hui dans les tableaux qui la reproduisent, ou les photos, c'est une image austère, jamais le moindre sourire, la dame en noir. Eh bien, dans sa jeunesse, dans cette adolescence où elle brille devant tous les élèves et les garçons, eh bien, elle danse. Elle joue du piano, elle fait de la natation, tous les talents. Ouais. Mais une fois que vous avez votre bac en Pologne, eh bien, il n'y a pas d'études possibles. Ça s'arrêtait. Et avec oui, les femmes étaient interdites d'université à l'époque. Voilà. Ouais. Et elle rêve de la Sorbonne. Je vous l'ai dit, elle parle français grâce à son père merveilleusement bien. Et son père, le père leur a parlé de la Sorbonne. Et avec la sœur, a dit, on ira à Paris. Laquelle des deux ira? On finit par dire, ce sera Bronia, même si c'est elle la plus douée. Et Bronia suivra des études de médecin. Et elle attend, elle s'impatiente. En attendant, elle monte une sorte d'académie, une académie pour les ouvrières. Le soir, on donne des cours. Et elle attend, elle se désespère. Elle dit, il n'y aura jamais rien pour moi. Et puis un jour, elle reçoit la lettre. Je suis médecin, viens. Et la voilà qui se propulse à Paris. Et Marie arrive à ce moment-là. Marie arrive. Et elle a fait le voyage, la malle et le petit pliant, parce qu'elle voyage en 4e classe. Il n'y a même pas de siège. Et elle arrive, sa sœur l'accueille en disant, mais tu es chez nous. Mais eux, ils sont dans une forme de légèreté. Elle s'est mariée, sa sœur. Allez, danse avec nous. Non, je suis là pour étudier la Sorbonne. C'est la première à la Sorbonne, dans tout l'amphithéâtre. Elle obtiendra la licence de physique en étant première de la promotion.
Oui. On peut dire que pour obtenir ces 2 prix Nobel et devenir justement la première femme, surtout à enseigner à la Sorbonne, elle a en quelque sorte forcé le destin. Oui, mais elle fait une rencontre extraordinaire. Et oui, Pierre C'est Curie. Pierre Curie, Oui. oui. Là aussi, c'est un surdoué. On n'a pas le temps de... Non, bien Sachez sûr. simplement que Pierre Curie, il est tellement original, il est tellement surdoué, mais également dans l'incapacité de subir une autorité, que son père, qui est médecin, l'a laissé dans une sorte de jachère intellectuelle, et que tout seul, il passera son bac. Il l'obtient à 16 ans. Mais quand vous n'avez pas suivi un cursus normal, il est impossible d'être considéré comme professeur. Il obtient un poste néanmoins de vague chercheur dans une institution, et ils se rencontrent. il se rencontre grâce à un ami polonais, parce qu'elle a commencé à travailler sur la recherche. Alors ça deviendra Sur le le radium. magnétisme. Ouais. Voilà, mais on ne le sait pas. C'est Et formidable. ils se rencontrent, c'est un véritable coup de foudre. Ils se marieront, mais ce qui est extraordinaire, c'est un couple aussi d'une modernité incroyable. Ils est se pas marieront et ils auront beaucoup de Nobel. Oui, Ah, et beaucoup des enfants. Et des enfants. Et je dois dire que vraiment, vous savez, il y avait ce film formidable, Dieu a besoin des hommes. Eh ben, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Et lisez le livre de Christine Kelly et de Marc Menant, parce que ça montre à quel point il faut jamais se dire, oh, moi je pourrais pas. Ouais. Voilà des gens qui ont agrandi le champ des possibles, qui ont montré l'extension du champ des possibles. Et c'est ça qui est formidable. Alors lisez le livre, ouvrez-le, il vous ouvrira. Et oui, ces destins qui ont fait l'histoire, et qui est un livre paru chez Plon. Tout de suite, vous retrouvez sur Sud Radio Brigitte Lahaye. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.